On vous a trompé, effrontément, cyniquement et systématiquement. On nous a inculqué toute notre vie que l'histoire de l'humanité est une ligne droite de progrès, menant des grottes sales et des outils de travail primitifs aux iPhones et aux stations spatiales. On nous dit que jadis, les gens vivaient dans la crasse, mouraient d'un rhume à 30 ans et ignoraient l'hygiène élémentaire. Mais si c'est vrai, expliquez-moi un fait simple mais mortel pour la science officielle. Pourquoi les photos de votre album familial, prises il y a seulement 40 ou 50 ans, ont déjà jauni, fané et se désintègrent en poussière, alors que les tableaux qui ont soi-disant 500 ans ressemblent à ceux imprimés sur une imprimante laser ce matin? Vous n'avez jamais songé pourquoi les technologies du XXe siècle, siècle de la chimie et de l'industrie, ne peuvent reproduire ce que les moines barbus fabriquaient soi-disant dans des cellules sombres à la lueur des bougies? Regardez attentivement les salles de musée. Arrêtez-vous simplement et activez votre pensée critique. Devant vous, les toiles de Titien, Raphaël, Bruegel. On leur attribue un âge de 400, 500 et parfois 600 ans. Mais leurs couleurs ne sont pas simplement préservées, elles flambent. Ce rouge cinabre transperce la rétine, cet outre-mer est plus profond que la fosse des Mariannes, et les blancs luisent de l'intérieur, comme si sous la couche de peinture se cachait un rétroéclairage à LED. L'histoire officielle nous nourrit de contes selon lesquels ces pigments étaient créés en broyant des cailloux et en les mélangeant avec du jaune d'œuf ou de l'huile de lin. Sérieusement? Avez-vous essayé de broyer une pierre en poudre à la main? Vous obtiendrez une poussière grise et sale, mais pas une substance qui survivra aux empires, aux guerres et aux essais nucléaires. Ici se cache un mensonge grandiose que les historiens tentent de masquer par le terme de génie des maîtres du passé. Mais retirons la lyrique et tournons-nous vers les faits secs et la chimie. La peinture n'est pas de la magie, c'est un processus technologique complexe. Pour que la peinture tienne des siècles sans changer de composition chimique sous l'effet des ultraviolets et de l'oxygène, elle doit être le produit d'une industrie chimique hautement développée. Pas d'un atelier artisanal où l'on mélange des herbes, mais précisément d'une industrie. Prenons en exemple la fameuse pourpre ou le même bleu royal. Pour obtenir ces teintes, il faut une pureté de substances chimiques dépassant 99%. Toute impureté, tout élément superflu du tableau de Mendeleïev qui entre dans le mélange, transformera le chef-d'œuvre en tache noire en 10 ans. Et pourtant, il dure des siècles. Cela ne signifie qu'une seule chose. Ceux qui créaient ces toiles disposaient de technologies de purification des substances, de centrifugeuses, d'installations sous vide et d'une compréhension de la chimie moléculaire que nous n'avons commencé à redécouvrir qu'à la fin du XXe siècle. On nous dit que le pigment bleu était extrait du lapis lazuli, qu'on transportait en caravane depuis l'Afghanistan. Réfléchissez à la logistique. Des milliers de kilomètres à travers montagnes et déserts, sur des ânes et des chameaux, pour amener des pierres en Europe. Économiquement, c'est impossible. Le coût d'un tel pigment serait des dizaines de fois supérieur à celui de l'or. Aucun commanditaire, que ce soit le pape ou un roi, n'aurait pu payer la décoration de vastes cathédrales avec un tel matériau. Sauf si ce matériau n'était pas produit de manière industrielle sur place, en énorme quantité, dans des usines qui ont été rayées de la surface de la Terre. Nous voyons le produit final, la peinture. Mais nous ne voyons pas l'infrastructure qui se tenait derrière sa création. C'est comme si, dans 1000 ans, on trouvait un smartphone flambant neuf et qu'on affirmait que Maître Forgeron l'avait taillé d'un seul bloc de verre et de métal à coups de marteau. Absurde? Mais c'est précisément dans cet absurde que les manuels scolaires nous forcent à croire. La qualité des pigments des anciens maîtres indique que nous avons affaire à une civilisation perdue, dont le niveau de développement chimique surpassait le nôtre. Plongeons plus profondément dans la composition chimique. Savez-vous que de nombreuses peintures vives du passé étaient créées à base de composés de mercure, de plomb, d'arsenic et d'autres éléments extrêmement toxiques? Le cinabre,
c'est du sulfure de mercure. Pour obtenir cette couleur rouge perçante, il faut réaliser une réaction chimique complexe de sublimation du mercure et du soufre. C'est une production mortellement dangereuse. Où sont les descriptions de tenues de protection? Où sont les mentions de systèmes de ventilation dans les ateliers médiévaux? Elles n'existent pas. Soit les artistes du passé étaient des mutants immortels, soit le processus de production était entièrement automatisé et clos. Et les gens recevaient déjà des tubes de peinture prêts à l'emploi, sans danger, comme nous en achetons aujourd'hui en magasin. Mais qui possédait ces usines? Un autre fait qui donne froid dans le dos: l'uniformité du broyage du pigment. Au microscope, les particules de peinture sur les toiles des anciens maîtres ont une taille absolument identique, à la micron près. Atteindre une telle homogénéité manuellement, avec un pilon et un mortier, est physiquement impossible. C'est du niveau de nanotechnologie, ou au minimum d'équipements industriels de précision. Un traitement machinique. Ce n'est pas de l'art au sens où nous l'entendons. C'est de l'impression high-tech. Peut-être que ce que nous appelons tableau n'est en réalité rien d'autre que des sortes de photographies de cette époque, capturées à l'aide de technologies dont nous avons perdu le principe de fonctionnement. La science officielle se tait, parce que reconnaître cela signifierait admettre l'effondrement de toute la chronologie. Si au XVe siècle existait une chimie industrielle au niveau du XXIe siècle, où est-elle passée? Pourquoi y a-t-il eu un recul dans le développement? Pourquoi au XVIIIe et XIXe siècle voyons-nous une dégradation de la qualité des peintures, quand les tableaux commencent à noircir et à se craqueler déjà 50 ans après leur création? C'est une dévolution manifeste. Nous descendons l'échelle du développement au lieu de la cendre. Réfléchissez à l'ampleur. Des centaines de milliers de tableaux dans les musées du monde entier. C'est des tonnes de peinture. Des tonnes de polymères et d'oxydes de haute qualité, chimiquement purs, résistants. Où sont les décharges de production? Où sont les mines? Où sont les cimetières chimiques? Ils n'existent pas. Comme si cette civilisation utilisait des technologies sans déchets ou obtenait la matière d'une manière fondamentalement différente, dont nous n'avons aucune idée. Nous regardons les visages des gens sur les portraits, et ils nous regardent avec moquerie. Ils sont vêtus de tissus que nous ne savons pas produire, et peints avec des couleurs dont nous ne pouvons pas retrouver la recette. Ce que l'on nous présente comme l'œuvre de génie solitaire n'est en réalité que les vestiges d'une production de masse, d'une civilisation globale hautement développée. Une civilisation qui maîtrisait la chimie de la matière à un niveau inaccessible aux corporations modernes. Et cette civilisation a été détruite, effacée. Et on nous a laissé seulement de jolies images et un conte sur la Renaissance, pour que nous ne posions pas de questions superflues sur qui nous sommes vraiment et quel héritage nous dilapidons. Mais la chimie ne ment pas. Les molécules ne savent pas mentir, contrairement aux historiens. Et si l'on analyse la composition de ces peintures éternelles, s'ouvre un abîme dans lequel il est effrayant de regarder. Parce que là, au fond de cet abîme, gît la réponse à la question: quand exactement s'est produite la catastrophe qui nous a rejetés à l'âge de pierre de la raison? Plongeons dans des exemples concrets qui devraient susciter chez toute personne sensée des questions auxquelles la science officielle n'a pas de réponse. Prenons par exemple la couleur bleue, l'outremer. Dans les manuels d'histoire de l'art, il est écrit noir sur blanc que jusqu'au XIXe siècle, ce pigment valait plus cher que l'or. On nous raconte une touchante histoire sur la façon dont il était extrait de la pierre semi-précieuse lapis lazuli, dont le seul gisement se trouvait dans la lointaine province de Badakhshan, sur le territoire de l'Afghanistan moderne. Imaginez-vous cette chaîne. Des mines profondes dans les montagnes, du travail manuel, des caravanes progressant pendant des mois à travers des territoires hostiles, des transports maritimes. Et tout cela pour obtenir une toute petite poignée de poudre bleue. Si l'on en croit les historiens, les artistes devaient utiliser cette couleur littéralement au gramme près, en économisant chaque grain de sable.
Mais qu'observons-nous dans la réalité? Entrez dans n'importe quelle galerie de peinture ou cathédrale ancienne en Europe. Nous voyons des toiles gigantesques, d'immenses fresques, des murs et des plafonds de centaines de mètres carrés, généreusement inondés d'un bleu profond et saturé, sans aucune économie. Les manteaux des madones, les cieux, les vêtements des saints, tout cela brille d'outre-mer. Si l'on recalcule la surface couverte en fonction du coût du lapis-lazuli au prix dont on nous parle, le budget d'une seule telle décoration dépasserait le budget annuel de toute la France ou de l'Espagne de l'époque. C'est un non-sens économique. Aucune religion, aucun roi n'aurait pu s'offrir un tel gaspillage. La conclusion s'impose d'elle-même, et elle est dévastatrice pour la version officielle. Soit l'Europe disposait d'une téléportation directe des pierres d'Afghanistan, soit, ce qui est beaucoup plus probable, cette couleur bleue est le résultat d'une synthèse chimique industrielle. Ce que nous appelons outre-mer artificielle et que nous considérons comme une invention de l'ère de l'industrialisation existait déjà il y a 500 ans. C'était une peinture industrielle bon marché, accessible et de masse. Et la fable sur le précieux lapis-lazuli a été inventée plus tard pour cacher le fait que nos ancêtres disposaient d'une industrie chimique avancée. On nous a substitué le concept de haute technologie par un artisanat primitif pour que nous ne cherchions pas les usines qui produisaient ces tonnes de pigments. Et maintenant, rappelons-nous la fameuse pourpre, la couleur royale. La légende officielle affirme qu'elle était extraite de mollusques marins, les murex. Il fallait soi-disant recueillir des dizaines de milliers de ces escargots pour obtenir 1 gramme de teinture. Les historiens affirment que les villes où l'on produisait la pourpre étaient imprégnées d'une odeur insupportable de mollusques en décomposition. Mais regardez la quantité de tissu pourpre sur les tableaux, les tapisseries, les échantillons d'habits conservés. Ce sont des échelles industrielles. Si on les avait teints selon la technologie des historiens, tout le littoral méditerranéen devrait être couvert d'une couche d'1 mètre d'épaisseur de coquilles en putréfaction, et la population de mollusques aurait été exterminée en quelques années sous Total. Ici encore, nous voyons les traces d'une technologie perdue. Très probablement, la pourpre, comme l'indigo, était synthétisée chimiquement en laboratoire. C'était une organique complexe, dont les formules sont aujourd'hui oubliées ou classifiées. Nous regardons les tissus représentés sur les portraits du XVIe siècle et nous voyons des irisations de couleurs les plus complexes, des dégradés impossibles à créer par un teintage primitif dans une cuve d'escargot écrasé. C'est le niveau de l'impression textile moderne, quand le colorant est appliqué au niveau moléculaire, pénétrant dans la structure des fibres et modifiant définitivement ses propriétés. Allons plus loin, les liants. Le pigment en soi, ce n'est que de la poussière. Pour qu'il devienne de la peinture, il faut le mélanger avec quelque chose. On nous parle d'huile de lin, d'œuf, de caséine. Mais tout restaurateur sait que les anciennes peintures se comportent autrement que l'huile ordinaire. Elles polymérisent en un monolithe dur comme la pierre. Cela ressemble plus aux résines acryliques modernes ou aux composés époxy qu'à une huile organique qui, avec le temps, doit inévitablement rancir, noircir et devenir friable. Pourquoi sur les tableaux du XIXe siècle voyons-nous du craquelé, un réseau de fissures, alors que sur les œuvres soi-disant du XVe siècle, la surface est lisse comme du verre? Cela contredit les lois de la physique des matériaux. Plus le revêtement est ancien, plus il devrait y avoir de défauts dessus. Mais ici, tout est inversé. Plus nous remontons profondément dans le passé, plus la technologie est parfaite. La couche de peinture sur les œuvres des anciens maîtres possède une plasticité non caractéristique des huiles naturelles. Cela indique l'utilisation de polymères synthétiques. Oui, vous avez bien entendu, du plastique, des polymères, une pétrochimie complexe au Moyen Âge. Ça semble fou,
Mais regardez les faits en face. Si le revêtement ne se fissure pas pendant 500 ans, cela signifie qu'il possède un coefficient d'expansion parfaitement correspondant au support et l'inertie chimique du plastique. Nous avons affaire à une falsification globale du niveau de développement de la civilisation. On nous dépeint un Moyen-Âge sale, mais les preuves matérielles hurlent un développement chimique suprême. Quelqu'un a très soigneusement nettoyé toutes les mentions d'usine, de laboratoire et de formules, nous laissant seulement le produit fini et des explications absurdes sur des cailloux broyés et des escargots. Et cela ne concerne pas seulement les peintures, les vernis. Ces fameux vernis des maîtres luthiers dont le secret est soi-disant perdu. Ce n'est pas simplement une résine d'arbre, c'est un matériau composite des plus complexes qui protège le bois pendant des siècles et influence l'acoustique. La science actuelle, avec son analyse spectrale, ne peut pas reproduire cette composition. Pourquoi? Parce que nous cherchons des composants naturels, alors qu'il y avait peut-être une chimie totalement différente. C'est effrayant. Cela nous fait nous sentir trompés. Nous vivons sur les ruines d'un monde qui savait créer des choses éternelles. Et pourtant, nous nous considérons avec arrogance comme le couronnement de l'évolution. Mais le plus terrifiant est que ces technologies n'ont pas disparu progressivement. Elles ont été coupées net. À un moment donné, approximativement au XVIIIe siècle, la qualité chute brusquement. Les artistes commencent à utiliser des compositions vraiment primitives. Les tableaux noircissent, les connaissances disparaissent. Comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Comme si une catastrophe avait détruit la base industrielle du passé. Et les survivants humains avaient été forcés d'imiter les hautes technologies en utilisant des moyens de fortune. L'histoire de l'art. C'est en réalité l'histoire de la dégradation des technologies. Nous ne nous sommes pas développés du simple au complexe. Nous avons dégénéré du complexe au primitif. Et ce n'est que maintenant, après des siècles, que nous commençons timidement à nous approcher de ce niveau qui était la norme pour les soi-disant anciens maîtres. Mais s'il y avait une industrie, où était donc l'énergie? Où étaient les sources d'alimentation pour ces usines? Car pour synthétiser des polymères, il faut des températures élevées et une pression. Les réponses à ces questions sont à la surface, mais nous avons l'habitude de ne pas les remarquer. Si vous pensez que le mystère des peintures éternelles se limite à la chimie, vous vous trompez profondément. La chimie n'est que la pointe de l'iceberg, sous laquelle se cache un colossal trou démographique et logistique dans l'histoire officielle. Activons la logique et la calculatrice. Pour maintenir une industrie chimique au niveau nécessaire pour produire de tels pigments purs et des liants polymériques dont nous avons parlé précédemment, il faut une population d'une toute autre échelle et qualification. L'histoire officielle nous dépeint l'Europe médiévale comme un territoire peu peuplé, où 90% des gens étaient des paysans illettrés qui grattaient la terre avec des bâtons en bois. On nous parle d'épidémies interminables de peste qui fauchaient un tiers de la population, de saleté et d'absence d'éducation. Mais qui travaillait alors dans ces usines chimiques? Qui construisait ces immenses cathédrales que nous avons l'habitude de considérer comme des temples, mais qui par leurs caractéristiques techniques ressemblent plus à des ateliers de production high-tech? Regardez les cathédrales gothiques du point de vue d'un ingénieur et non d'un pèlerin. D'immenses volumes internes, d'énormes vitraux créant un éclairage spécifique, une acoustique et une ventilation des plus complexes. Et si c'était précisément ces endroits où se produisait la synthèse de la matière? Et si l'autel n'était pas un lieu de prière, mais un tableau de commande ou une zone de réaction? Et les vitraux servaient de filtre pour un spectre d'irradiation spécifique, nécessaire au processus photochimique. Cela expliquerait d'où venaient ces peintures impossibles. Elles étaient produites sur place, dans ces structures cyclopéennes, qui plus tard, après la catastrophe, ont été reconverties par les nouveaux maîtres du monde pour des besoins religieux. C'est un cargo culte classique. Des sauvages occupent un laboratoire abandonné et commencent à adorer le microscope, sans comprendre comment il fonctionne. Et ici, nous approchons du moment le plus terrifiant, la rupture dans la chaîne technologique.
Regardez l'art du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. C'est l'époque de la soi-disant catastrophe bitumineuse. Les artistes ont soudainement oublié les recettes de l'éternité. Ils ont commencé à utiliser de l'asphalte, du bitume, du momie, littéralement de la boue et des produits de décomposition, pour tenter d'imiter la profondeur des ombres des anciens maîtres. Le résultat fut désastreux. Les tableaux du XIXe siècle ont noirci, coulé et rétréci en seulement quelques décennies. C'est un fait que tous les employés de musées connaissent. Le radeau de la Méduse de Géricault noircit à vue d'œil. Les œuvres des portraitistes anglais se sont transformées en carrés noirs. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi les connaissances ont-elles disparu instantanément? La réponse ne peut être qu'une. Une catastrophe globale s'est produite, qui a physiquement détruit les porteurs des connaissances et démantelé les chaînes de production. Ces mêmes usines se sont arrêtées. Les chimistes sont morts. L'équipement a été détruit ou enterré sous des couches de sol. L'humanité a été repoussée en arrière. Les survivants ont essayé de copier le grand héritage du passé en utilisant des matériaux primitifs. Ils voyaient les couleurs bleues et rouges éclatantes des ancêtres, mais ne pouvaient les reproduire, parce qu'ils n'avaient plus ni centrifugeuse, ni réacteur, ni réactif pur. Il ne restait que de la suie et du bitume. Faites attention au genre des ruinistes en peinture du XVIIe, XVIIIe siècle. Piranèse, Robert, Panini. On nous dit que ce sont leurs fantaisies, qu'ils inventaient des ruines pittoresques pour l'esthétique. Mais regardez le niveau de détail. Ils peignaient d'après nature. Ils documentaient un monde post-apocalyptique. Ils dépeignaient des voûtes géantes et détruites, envahies d'arbres, et de minuscules hommes obéroniens qui vivent parmi ces ruines, allument des feux sur des sols en mosaïque et utilisent des fragments de colonnes antiques pour faire sécher leur linge. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est la chronique de la chute de cette même civilisation qui a créé les peintures éternelles. La démographie confirme cette théorie du goulot d'étranglement. Si l'on regarde les graphiques de croissance de la population, jusqu'au XVIIIe siècle, nous voyons une étrange ligne droite, une stagnation, puis soudain, une croissance explosive, verticale. Mathématiquement, un tel comportement de fonction est impossible sans facteur externe. Cela ressemble à ce que la population a été presque totalement anéantie, puis a commencé un processus de restauration à partir d'une base très basse. Nous sommes les descendants de ces rares survivants qui se sont extirpés des décombres de la grande civilisation. Et encore un détail qui donne des frissons dans le dos. Les premières photographies du milieu du XIXe siècle. Des villes vides. Paris, Saint-Pétersbourg, Rome. D'immenses avenues, une architecture majestueuse et pas une âme. On nous dit, c'est à cause de la longue exposition, les gens se sont simplement estompés. Mensonge. Avec une exposition de 10 minutes, les objets en mouvement disparaissent effectivement. Mais où sont les calèches à cheval, les marchands, les ombres? Les villes paraissent éteintes. Elles se dressent comme des décors, prêtes à être habitées par de nouveaux locataires. Cela ressemble à un nettoyage, comme si les villes avaient déjà été déterrées et restaurées, mais que les gens n'y avaient pas encore été amenés. Nous vivons dans des maisons que nous n'avons pas construites. Nous regardons des tableaux peints par des êtres dotés de technologies divines. Et il nous est interdit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé pendant cet intervalle court de temps où les couleurs vives et éternelles ont été remplacées par du bitume sale, et les majestueuses cathédrales-usines transformées en lieux de prière pour le salut. Nous n'avons pas perdu seulement une recette de peinture, nous avons perdu un monde entier. Maintenant que nous avons réalisé l'impossibilité chimique de créer des peintures éternelles dans des conditions de vie primitives et vu les bizarreries démographiques, il est temps de baisser le regard vers le bas, juste sous vos pieds, là où se cache la preuve la plus massive et irréfutable d'une catastrophe globale qui a détruit la civilisation des anciens maîtres. La science officielle
appelle cela la couche culturelle. On nous raconte avec un air sérieux que sur quelques siècles, le niveau du sol dans les villes s'est élevé de 3, 5 et par endroits jusqu'à 10 mètres, simplement parce que les gens ne ramassaient pas leurs ordures et leurs fumier. Réfléchissez à cette absurdité. On nous demande de croire que les habitants de Rome, Paris, Londres ou Moscou étaient si paresseux qu'ils laissaient la saleté engloutir les fenêtres de leurs maisons, puis simplement refaisaient les portes un étage plus haut et continuaient à vivre comme si de rien n'était. Parcourez le centre historique de n'importe quelle vieille ville. Regardez ces étranges fenêtres semi-enterrées qui dépassent directement de l'asphalte. Jetez un œil dans les fosses d'accès. Vous verrez des fenêtres complètes, souvent avec de beaux chambranles, qui s'enfoncent profondément sous terre. Qui de sensé construirait une fenêtre qui bute contre le sol? Aucun architecte ne concevrait une maison où le premier étage est initialement enterré. Cela contredit le bon sens, les normes d'insolation et d'hydroisolation. Si l'on creuse les fondations de tels bâtiments, ce que les enthousiastes font régulièrement, on découvre que le soi-disant sous-sol est un véritable premier étage, avec des entrées principales, des arches et une maçonnerie en briques hautes. Et en dessous, souvent, un autre étage, et encore un. Nous vivons sur les toits d'un monde mort. Le lien avec nos peintures éternelles est ici direct et terrifiant. Cette civilisation disposait d'un standard unique de qualité dans le travail de la matière. Regardez les briques des bâtiments officiellement datés du XVIe ou du XVIIe siècle. Elles sonnent comme du métal. Il est impossible de les briser à la masse. Elles ne s'effritent pas sous l'humidité, contrairement aux briques produites au XXe siècle qui se réduisent en poussière en 50 ans. Le mortier qui lie ces murs est plus solide que la pierre elle-même. L'analyse chimique révèle la présence d'additifs identiques aux géopolymères modernes. C'est la même chimie de haute volée. Ceux qui synthétisaient l'outre-mer éternel savaient aussi faire de la pierre éternelle. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a enseveli les villes sous des millions de tonnes d'argile et de sol. Les géologues et les chercheurs alternatifs appellent cela le déluge d'argile ou un écoulement de boue à l'échelle planétaire. D'où venait cette argile? Pourquoi a-t-elle recouvert les premiers étages des bâtiments dans le monde entier, de l'Europe à l'Amérique et à l'Australie? C'était une catastrophe qui a physiquement enterré toute la base productive. Les usines chimiques, les laboratoires, les manufactures de pigments et de tissus, tout cela s'est retrouvé sous une couche de plusieurs mètres d'argile, dense et visqueuse. C'est précisément pourquoi, au XVIIIe et au XIXe siècle, nous voyons un tel effondrement technologique brutal. Les gens survivants du cataclysme déterraient ce qu'ils pouvaient. Ils occupaient les étages supérieurs des bâtiments rescapés, les appelant leurs palais et leurs temples. Mais ils ne pouvaient relancer la production, parce que l'infrastructure était détruite. Il leur est revenu des stocks de peinture, des stocks de tissus, des stocks d'outils qu'ils gardaient comme le trésor de leurs yeux. Les grands artistes de la Renaissance étaient peut-être moins des créateurs au sens où nous l'entendons, que des restaurateurs géniaux qui utilisaient les réserves trouvées de matériaux high-tech du passé pour documenter la nouvelle réalité ou réécrire l'ancienne. Regardez encore une fois les gravures de Piranèse. Là sont dépeints des édifices colossaux, ensevelis sous la terre et envahis par la forêt, directement sur les toits. Ce ne sont pas des fantaisies, c'est une fixation documentaire des conséquences du déluge. D'immenses arches qui s'enfoncent dans le sol. Des hommes nains qui grouillent dans la boue, au milieu d'une grandeur qu'ils n'auraient pas pu construire. C'est là la réponse à la question de savoir pourquoi nous avons perdu les recettes. Les recettes n'étaient pas couchées dans des livres, elles étaient intégrées dans les processus technologiques des usines, qui gisent maintenant à 10 mètres de profondeur sous nos pieds. Nous marchons sur le cadavre d'une civilisation hautement développée. Nous utilisons leur assainissement, que nous ne pouvons toujours pas reproduire convenablement. Regardez les anciens collecteurs en briques, ils sont éternels.
Nous regardons leurs tableaux et ne comprenons pas comment cela a été fait. Et le plus terrifiant, c'est que les puissants connaissent la vérité. C'est précisément pourquoi, lors de toute reconstruction de vieilles rues, les zones sont immédiatement entourées de hautes palissades, et les découvertes archéologiques sont emportées dans une direction inconnue ou recouvertes de béton. Ils craignent que nous voyions ce qui se trouve en bas. Et là ne gisent pas des chaussons de Bast et des tessons, mais des mécanismes, des tuyaux d'alliage inconnus et les vestiges de cette même industrie qui rendait le monde éclatant et coloré. L'histoire officielle est un écran destiné à cacher le fait que nous sommes des descendants dégénérés ou des envahisseurs sur une terre étrangère. La théorie de la couche culturelle n'a été inventée que pour une chose: expliquer pourquoi les portes se trouvent sous terre, sans reconnaître le fait d'un cataclysme global. Mais la chimie des peintures arrache ce masque. Il est impossible de conserver une couleur vive pendant 500 ans en vivant jusqu'aux genoux dans le fumier et sans assainissement. Le grand art exige une haute technologie. Et la haute technologie exige une infrastructure complexe, dont les traces nous trouvons enfouies dans l'argile à travers toute la planète. L'image se forme. Les peintures éternelles, les villes vides sur les photos, les premiers étages ensevelis et l'étrange fosse démographique, ce sont les maillons d'une même chaîne. Une chaîne qui a entravé notre conscience, nous forçant à oublier qui nous sommes et de quoi nous étions capables. Dans la partie conclusive, nous tirerons le bilan et répondrons à la question principale. Pourquoi cette immense supercherie a-t-elle été inventée? Et avons-nous une chance de retrouver les connaissances perdues? Ou sommes-nous condamnés à nous transformer définitivement en consommateurs d'un monde de plastique jetable? Ainsi, la mosaïque s'est assemblée. Nous avons parcouru le chemin du ravissement, devant l'éclat des toiles muséales, jusqu'à l'horrible prise de conscience que sous nos pieds gisent les ruines d'une civilisation hautement développée. Les peintures éternelles qui ne s'estompent pas pendant des siècles, les premiers étages des bâtiments ensevelis sous l'argile, les villes vides sur les photos du milieu du XIXe siècle et les effondrements démographiques, tout cela ne sont pas des faits isolés. Ce sont les maillons d'une même chaîne, des indices sur le lieu d'un crime grandiose contre l'humanité. La question principale qui doit maintenant pulser dans votre tête: pourquoi? Pourquoi fallait-il falsifier l'histoire, inventer les âges sombres et cacher les technologies du passé? La réponse est cynique et simple: le pouvoir et le contrôle. Imaginez que vous ayez appris la vérité. Vous avez appris que vos ancêtres n'étaient pas des misérables en sabots de Bast mourant de la peste, mais des opérateurs de production des plus complexes, des architectes de dômes cristallins et des maîtres de la chimie moléculaire. Vous avez compris que l'humanité est capable de créer des choses qui servent éternellement. Allez-vous après cela acheter des téléphones jetables qui se cassent en un an? Allez-vous vivre dans des maisons en carton prises en hypothèque pour 30 ans? Non. La connaissance de la grandeur du passé rend l'homme libre et exigeant. Et le système n'a pas besoin de créateurs et d'ingénieurs. Le système a besoin de consommateurs. L'esclave idéal est celui qui ne se souvient pas de son lignage, qui se considère comme le sommet de l'évolution sorti de la grotte et qui doit être reconnaissant aux autorités pour l'ampoule électrique et l'eau courante. La catastrophe globale qui a détruit le monde passé est devenue le moment idéal pour une réinitialisation. Ceux qui ont pris le pouvoir après le déluge n'ont pas restauré les technologies de l'éternité. Ils ont pris un autre chemin. Ils ont créé une économie de l'obsolescence programmée. Regardez la différence. Les tableaux du passé vivent 500 ans, tandis que les photos modernes s'estompent en vain. Les bâtiments du passé tiennent des millénaires, et les boîtes en béton modernes sont conçues pour 50 ans.
On nous a transféré des rails de la création éternelle sur les rails de la consommation infinie de déchets. Le secret perdu des peintures n'est pas seulement une formule perdue. C'est le symbole d'une philosophie de vie perdue, où la qualité primait sur le profit. L'histoire officielle est une programmation neurolinguistique. On nous a inculqué un complexe d'infériorité face au temps. On nous dit que c'était pire, plus effrayant et plus primitif avant. Mais vos yeux voient l'inverse dans n'importe quel vieux musée. Ce dissonance entre ce qui est écrit dans le manuel et ce qui est accroché au mur dans un cadre doré doit vous réveiller. Nous vivons parmi les ruines, comme des sauvages qui se sont installés dans un vaisseau spatial abandonné, ont griffonné ces murs de leur gribouillis et pris devant le tableau de bord, pensant que c'est un hôtel des dieux.